Nous sommes jeudi 30 décembre 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Cap de fin pour les assises nationales de la refondation ce 30 décembre au CICB. Cet après-midi, plus tôt dans la journée, l'un de nos reporters a eu un tête-à-tête avec l'un des participants aux travaux. Dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État, 2 forages ont été inaugurés à Kidal dans le nord du pays. Au Soudan, des centaines de tonnes de nourriture de l'ONU ont été pillées. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire le mercredi 29 décembre 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Abdou Ouattara. Sur les rapports du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes fixant les règles générales relatives à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme. Le Mali a connu depuis son indépendance plusieurs crises qui ont entraîné de graves violations des droits de l'homme ayant causé aux groupes d'individus et aux communautés des préjudices physiques, psychologiques, économiques ou matériels. Pour dépasser ces crises, parvenir à l'instauration d'une paix durable et à la réconciliation nationale, la reconnaissance des violations commises et la réparation des préjudices subis par les victimes sont nécessaires. Les projets de texte sont initiés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de réparation. Ils ne concernent pas les victimes de crises spécifiques ayant déjà bénéficié de réparations particulières à travers les accords spécifiques et dont les droits sont éteints. Leur adoption permettra l'institution d'un mécanisme juridique unique de réparation et la mise en œuvre des mesures de réparation par voie administrative des préjudices subis par les victimes des différentes crises survenues au Mali depuis 1960. La loi numéro 2019-024 du 05 juillet 2019 portant modification du statut général des fonctionnaires a consacré le relèvement de 3 ans des âges de départ à la retraite du personnel régi par le statut général des fonctionnaires. Cependant, l'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique est resté inchangé. Par ailleurs, la non-organisation du concours d'entrée à la fonction publique en 2020 en raison de la maladie à coronavirus exclut les candidats qui étaient à la limite d'âge. Projet d'ordonnance adopté corrige cette situation en augmentation de 3 ans l'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique au niveau de toutes les catégories. Il participe de la volonté du gouvernement de rétablir l'équité, la justice sociale et de pouvoir et de promouvoir l'accès à l'emploi en faveur de la jeunesse. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au plan de restructuration des dettes de l'Office malien de l'habitat. La mise en œuvre d'une politique de large accessibilité à un logement décent a toujours été une des priorités des différents gouvernements. La réalisation des logements sociaux a connu un véritable essor à partir des années 2000. Pour répondre à l'engouement croissant des populations pour ces logements, le gouvernement a engagé un vaste programme de construction de 50 000 logements sociaux dans lesquels, outre la subvention du prix de cession des logements, il prend en charge le foncier et les coûts des travaux de viabilisation des sites. Dans le cadre de la réalisation de ce programme, les déséquilibres entre le délai de remboursement des promoteurs immobiliers et celui de récupération des loyers ont entraîné un surendettement de l'Office malien de l'habitat. Le présent plan de restructuration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations et de la commission chargée de l'évaluation de la situation financière de l'Office. La mise en œuvre de ce plan, qui nécessite une implication de l'État et du pôle bancaire, permettra d'assainir la situation financière de l'Office malien de l'habitat et des établissements de crédit ayant participé au financement des programmes de logements sociaux, de relancer les activités de l'Office malien de l'habitat, de pérenniser les processus et les dispositifs de réalisation des logements sociaux avec des approches innovantes. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la
maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a réitéré son appel au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Comme je vous en parlais dans les titres au Centre international de conférence de Bamako, c'est le dernier jour des assises nationales de la refondation au niveau national. Notre reporter Ali Koulibaly a eu un entretien exclusif ce matin avec l'un des participants aux travaux. Je vous propose de suivre leur entretien. Nous sommes à 2 doigts de la fin des assises nationales de la refondation. L'État, on peut le dire comme ça. Et des assises qui ont commencé depuis le 11 décembre dans les cercles, dans les communes, et nous sommes aujourd'hui à la phase nationale et finale. Et selon votre constat, est-ce que les Maliens, dans toute sa composante et dans toute son étendue territoriale, ont participé, n'est-ce pas, à cette assise? Et je vous remercie pour cette question. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit depuis le groupe qui a réfléchi pour la mise en place du M5. Ce groupe-là ne dépassait pas 7 à 8 personnes au départ. Et aujourd'hui, si vous avez vu que nos rêves sont devenus des réalités, c'est à travers des travaux qu'on a battus de l'intérieur jusqu'à Bamako ici et de l'extérieur, c'est-à-dire à la diaspora. Effectivement, comme les gens peuvent le constater, toutes les sensibilités ont participé à cette assise. C'est une première du genre. C'est du jamais vu à part quand notre père de l'indépendance, Moribo Keïta, paix à son âme, quand il a quitté, après avoir été trahi à Dakar, il est venu à Bamako pour proclamer notre indépendance. À part ça, le peuple malien ne s'est jamais aussi mobilisé autant que cette assise. C'est là, les chiffres les montrent clairement. Quand vous prenez à peu près 761 communes, il y a 755 communes qui ont déjà participé à ça. Ça, c'est les chiffres qui le disent. Tous les noms de toutes les communes sont là pour justifier ça. Quand vous prenez la diaspora, il y a 21 pays à travers le monde où il y a plus de concentration des Maliens qui sont là pour participer à ce truc-là. Et quand vous prenez les régions, les cercles, sans exception à part Kidal et Tessalit, et même là, la population a écrit. Même là, la population a écrit. Donc, on ne peut que dire, alhamdulillah, Dieu merci, le Mali est sur un bon chemin. Nous ne faisons qu'encourager nos dirigeants, en commençant par le président de la transition, le colonel Assimou Dambélé, et son premier ministre, le docteur Chokola Kokel Maïga, d'être des hommes qu'il faut aujourd'hui pour le Mali. Parce qu'ils sont là en train de nous représenter, en train de dire et en train de faire ce que le bas peuple veut. Malgré certains politiciens ne voulaient pas y participer. Et aujourd'hui, quand ils se sont levés à la délimite pour y participer, ça trouvait qu'on n'avait plus de place pour eux. Les 300 et quelques partis qui voulaient participer, on a dit que c'est trop tard, on a pris seulement 150. Et donc, quand vous prenez la majorité des couches, tout le monde est représenté. La société civile, tout le monde, les religieux. Et la beauté de cette assise, c'est que rien n'est imposé aux gens. C'est comme vous-même vous l'avez constaté, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de tabou. Il faut parler de tout et proposer les solutions. Tout a été discuté. La durée de la transition, les gens ont fait leurs propositions depuis au niveau communal jusqu'ici. Et la durée de la transition, surtout la relecture de la charte, surtout, comment on appelle, la situation des partis politiques. Beaucoup sont unanimes qu'il faut supprimer tout, en faire seulement 2. Et en ce qui concerne les représentants des partis politiques, parce que eux, quand les gens le constatent, tous les partis politiques au Mali réunis ne vaut même pas 1% de la population. Donc les quelques-uns qui sont là disent que non, il faut juste supprimer ou bien diminuer leur financement. Tout a été discuté, la durée de la transition, tout. Et la durée de la transition, peut-être que vous allez venir à cette question. Les gens sont en train de proposer entre 3 ans et 5 ans. Et quand tu pars au niveau communal, dans les régions, dans les cercles, là-bas c'est de 5 à 10 ans. C'est seulement ici à Bamako où il y a des problèmes, parce que les gens vivent un peu à l'aise. Nous ne sentons pas les vrais problèmes du pays. Ces politiciens-là pensent que le Mali c'est seulement le Bamako. Alors que quand vous partez à l'intérieur, les gens sont unanimes sur le même sujet.
C'est à Bamako ici où il y a des divergences. Parce que chacun vise son intérêt. Alhamdulillah, Dieu nous a donné aujourd'hui ces dirigeants dignes, ces dirigeants patriotes, ces dirigeants sincères qui aiment tellement leur pays. Et ensemble, si nous restons derrière eux, sortir dans les petits jouets, les militaires, Choguel, nous allons aller très loin. S'il ne s'agit pas d'être un militaire, il ne s'agit pas d'être un Choguel. Le Mali va au-delà de ça. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de poser comme acte? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire et d'exécuter nos aspirations? Si tel est le cas, pourquoi les militaires? Pourquoi un Choguel? Voyons ce qu'ils sont en train de faire. Et si ça va dans nos intérêts, qu'ils continuent. Le pays a été dans la trahison pendant 30 ans. Le pays est tombé aussi bas qu'on ne peut même pas expliquer. Donc aujourd'hui, si nous arrivons à organiser ces assises, maintenant, après ces assises, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est les vraies batailles qui vont commencer. Nous étions jusque-là à la préparation de la guerre. Maintenant, après ces assises, c'est la vraie guerre qui va commencer. Donc il faut que chacun soit prêt pour les différentes batailles qui vont en découler dans cette guerre. Merci, monsieur. Merci. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a offert mardi soir dans un hôtel de la place un dîner d'adieu à l'ambassadeur du Maroc, Hassan Nasri, en fin de mission dans notre pays. L'occasion a été mise à profit pour décorer le diplomate marocain qui a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Et c'est à Touré. Arrivé dans notre pays le 2 janvier 2012, Hassan Nasri aura consacré plus de 9 ans de sa carrière de diplomate dans le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le royaume chérifien et le Mali. Cette longévité lui a valu le titre de doyen du corps diplomatique accrédité dans notre pays depuis quelques années. Dans son discours, le chef de la diplomatie malienne a indiqué qu'il retient d'Hassan Nasri un diplomate chevronné, très professionnel, très équilibré dans son approche. Selon Abdoulaye Diop, les Maliens retiennent de lui le souvenir d'un frère qui a été parmi eux dans les moments les plus difficiles, qui est resté avec eux et qui a toujours essayé de promouvoir l'entente et la plus grande compréhension entre le Maroc et le Mali. Pour le chef de la diplomatie malienne, le Maroc est l'un des pays qui a l'une des coopérations les plus diplomatiques avec le Mali, tant du point de vue de la relation État que du point de vue économique, de la santé, des ressources humaines, etc. Selon lui, au-delà des investissements dans les secteurs économiques et sociaux, le Mali et le Maroc ont des rapports en perspective dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il a précisé que le diplomate en fin de mission s'est beaucoup investi pour que les deux pays arrivent à un accord dans ce sens. Toutefois, il a révélé que sans cet accord, le Maroc apporte déjà de façon discrète un appui important à notre pays dans le domaine de la sécurisation. Le bilan est largement positif et les perspectives sont bonnes entre les deux pays. La coopération est dynamique et prometteuse, a souligné le ministre Diop, qui a exprimé l'appréciation des plus hautes autorités du pays vis-à-vis du diplomate en fin de mission. Pour sa part, le diplomate marocain a déclaré qu'il quitte un pays avec lequel il est désormais lié par de grands souvenirs, qui sont autant des liens de cœur que de mémoire. Hassan Nasri a souligné que les années passées dans notre pays resteront à jamais gravées dans sa mémoire et son cœur. Au cours de ce dîner d'adieu, le diplomate marocain a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger par le ministre Abdoulaye Diop. L'année 2021 touche à sa fin dans moins de 48 heures. Nous serons en 2022. C'est l'heure de faire le bilan de l'année qui s'écoule. Les Maliens se sont exprimés sur ce qu'il faut améliorer en 2022 pour ne pas faire les mêmes erreurs de 2021. Tous ont évoqué la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Certains ont mis l'accent sur l'organisation des élections crédibles et transparentes. Ce qui n'a pas marché en 2021, c'est exactement ce qui n'a pas marché depuis plusieurs années déjà, c'est-à-dire la sécurisation du Mali, que les Maliens se retrouvent vraiment en sécurité. Et malheureusement pour nous,
les tueries, les morts d'hommes. On a même vu des personnes brûlées vives dans des cars. Et l'insécurité est partie un tout petit peu en crescendo, même si au même moment on a vu aussi notre armée qui était montée un tout petit peu en puissance, en apportant certaines solutions adéquates à certaines formes d'attaque. Et ce qui n'a pas marché, c'est que les Maliens n'ont pas voulu trop parler ensemble, surtout les politiques. Maintenant pour 2022, nous souhaitons que les Maliens puissent mettre un peu d'eau dans leur lait, comme je ne vais pas parler de l'autre chose, pour vraiment se parler, s'accepter, se supporter et surtout se pardonner. Pour qu'on puisse vraiment penser à enlever notre pays du fait qu'il soit transformé en risée du monde. C'est-à-dire qu'il faut que les gens partent au sursaut national. Il faut que les gens acceptent déjà ces assises, ça augure de bonnes choses parce que les gens sont en train de parler ici de façon franche. Et que les gens vraiment, que chacun déploie ses efforts pour vraiment aller à un pays prospère. En 2021, rien n'a marché pour nous, mais beaucoup aussi ont été faits dans ce problème. Le problème, c'est que les Maliens, ne sont pas parvenus à se mettre ensemble pour travailler sur l'essentiel qui est notre cher pays, le Mali. La cohésion, la sécurité, le vivre ensemble, le développement. En 2021, c'est des problèmes, c'est beaucoup d'insécurité, des malentendus, le non-vivre ensemble, pas de cohésion sociale, les gens se contredisent. En 2021, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aussi et qui sont en cours aussi, des bonnes choses, comme certaines lois qui ont été votées, le gouvernement, le président de la République, qui est une institution, la présidence. Nous saluons vraiment le président de la République pour son engagement à parler avec les acteurs, avec les forces vives de la nation, les différentes rencontres faites à travers, dans ce cadre pour réconcilier les Maliens, pour mettre les Maliens ensemble, pour mettre au-dessus de la table le Mali et travailler le Mali pour les Maliens. Ce que nous voulons dire en perspective, nous disons et nous sollicitons toujours les Maliens à se mettre ensemble, à se donner la main pour accompagner aujourd'hui cette transition qui est effective, qui est en train de travailler. Il ne peut pas travailler seul, sans tout le monde, sans les autres acteurs. Mettons-nous tous ensemble autour de cette transition à accompagner le colonel Assimi Goïta, son excellence, pour vraiment remettre le Mali dans le concert des nations. Le Mali aujourd'hui a besoin de tous ses enfants. Le Mali interpelle tous ses enfants. Sur le plan sécuritaire, nous sommes en insécurité. À Tombouctou, nous voulons franchement la sécurité. Sécuriser toute la ville de Tombouctou, la région de Tombouctou, sécuriser toutes les régions du Mali. Sur le plan de l'enclavement, désenclaver aujourd'hui nos régions. Parce que quand on parle de développement, il faut désenclaver, il faut vraiment travailler pour qu'on puisse circuler sur des routes appropriées. Nous parlons aussi du chômage de nos jeunes. Je l'ai toujours dit, c'est une source d'insécurité. Il faut créer de l'emploi pour nos jeunes, un travail décent. Nous parlons aujourd'hui du développement. On ne peut pas aller au développement sans ne pas être en sécurité. Ils vont de pair. Il nous faut la sécurité, il nous faut le développement. Il faut que toutes les forces vives de la nation malienne se mettent ensemble, avoir la même vision pour le Mali, sécuriser notre cher Mali, développer notre cher Mali et aller demain organiser des élections sécurisées, crédibles et transparentes. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, pour moi, personnellement,
Ce n'est pas que la transition 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui me préoccupe, c'est aller prendre le temps. Parce que nous parlons de la défense quand on parle de sécurité. Que la défense puisse travailler, mettre ses stratégies en place et nous dire dans le temps ce qu'il faut aller. Il faut combien de temps? Le temps pour moi, c'est aller sécuriser toutes les régions du Mali aujourd'hui. Une fois sécurisé, qu'on nous organise les élections, qu'on nous organise présidentielles, législatives, à commencer par les élections à la base. Nous voulons d'abord les élections locales, après présidentielles. Ce que nous voulons aujourd'hui, qu'il y ait des recrutements de nos jeunes dans l'armée et faire des recrutements chaque année. Programmer chaque année 3 ou 4 régions sécurisées ou 3 régions sécurisées par an et après nous organiser des élections sécurisées. Moi, mon problème, tout le problème du Mali est parti de la mauvaise organisation des élections. Alors, si on essaie de regarder le bilan de 2021, on voit qu'il y a des flops et des tops. Voilà, le flop au niveau de l'État, on voit qu'il y a 2 coups d'État qui ont suivi. Voilà, il y a d'abord le premier gouvernement de Mokhtar Ould qui n'a pas marché, qui a pu élaborer quand même un plan d'action gouvernemental et cela a été mis à terre par un deuxième coup d'État. Chose qui a ralenti un peu le rythme de la transition. Donc nous sommes rentrés maintenant dans la phase de choc. Voilà les 2 tendances, les 2 coups d'État qui n'ont pas pu vraiment mettre notre pays en marche comme on le souhaite. À partir de la sécurité, si on essaie de regarder, surtout au niveau du nord et du centre, il y a eu des améliorations, comme aussi il y a des répercussions. Quand on essaie de regarder le centre, surtout Mopti, il y a eu quand même, comment dirais-je, au niveau de Mopti, une grande amélioration au niveau de la sécurité. Donc c'est la grande prouesse de nos forces armées. Bon, l'année 2022, je pense qu'on a déjà diagnostiqué. Voilà, l'exercice n'a pas été facile. On a élaboré une feuille pour le gouvernement. Je pense que le devoir républicain a été fait. Maintenant, il appartient maintenant aux dirigeants, aux autorités, vraiment d'assumer maintenant leur rôle de responsabilité. Je pense que notre devoir de citoyenneté a été déjà un acquis, vu déjà les recommandations que nous avons faites ici. Je pense que la base a été déjà faite. Maintenant, ça appartient aux autorités maintenant d'établir leur rôle. Alors, en tant que citoyen, mes mots que je vais lancer pour la République, voilà, c'est de plein de réussite pour la transition. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de regarder notre pays est à terre. Mais je peux vous assurer que le Mali, c'est un pays qui est à terre, mais le Mali ne s'écroulera jamais. J'ai l'intime conviction et je foi en le génie du Mali que cette période que nous sommes là en train de vivre, nous allons le transdanser. Et nous allons aller au bout de cet abcès et notre pays sera émergent et fructueux que nous le pensons. Et dernièrement, je vais lancer un appel solennel à tous les Maliens de mettre le Mali au-dessus de nos prestidigitations, de mettre le Mali au-dessus de tout. Aujourd'hui, ce qui devrait nous animer, c'est vraiment l'intérêt supérieur de la nation. Les calculs personnels ou bien les intérêts particuliers, c'est là nous devrons le bannir et mettre le Mali au-dessus de tout. Qu'Allah bénisse le Mali, protège le Malien, renforce notre sécurité et améliore vraiment notre État. Je vous en parlais également dans les titres. La cellule de la présidence chargée des œuvres sociales du chef de l'État est à Kidal depuis le lundi 27 décembre 2021 dans le cadre de l'octroi d'œuvres humanitaires. La délégation conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a été accueillie par les autorités administratives, politiques, coutumières et traditionnelles de la 8e région. 2 forages ont été inaugurés pour faciliter l'accès de l'eau aux populations de Kidal.
La cellule de la présidence chargée des œuvres sociales du chef de l'État est à Kidal depuis le lundi 27 décembre 2021 dans le cadre de l'octroi d'œuvres humanitaires. C'est à 17h que la délégation conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a signé son entrée dans la ville de Kidal. Il a été accueilli par les autorités administratives, politiques, coutumières et traditionnelles de la 8e région. La première étape de cette visite a été consacrée à l'inauguration des forages à Intedeni, situé à 25 km de la ville de Kidal. Ces forages est réalisé dans la cour de l'école fondamentale d'Intedeni, l'une des premières écoles datant de 1947 et le 100e forage réalisé dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les autorités administratives ainsi que les élèves ont accueilli avec une immense joie ces forages qui leur permettra d'avoir accès à l'eau potable. Les populations de la localité bénéficiaire n'ont pas manqué à saluer ces gestes humanitaires du président de la transition. Juste après l'inauguration de ces 100e forages, la délégation accompagnée des autorités administratives et des représentants des mouvements signataires de l'accord pour la paix au Mali ont inauguré un autre forage. Cette fois-ci, à l'école d'Angamali, les élèves de cet établissement scolaire n'ont pas manqué de saluer et remercier les chefs de l'État pour cette source d'eau potable. L'autre temps fort de cette visite a été la remise de 500 kits alimentaires aux familles vulnérables et aux déplacés de la région de Kidal. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire au nom du président de la transition a remis ces kits composés chacun de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 25 kg de sucre et un bidon d'huile de 20 litres. Ces kits permettront à ces populations de vivre dignement pendant un bon moment. Maintenant, place à l'actualité internationale. En Tunisie, le gouvernement a présenté le budget de l'année 2022. Il prévoit un endettement de près de 6 milliards d'euros pour relancer une économie lourdement affectée par une crise politique et la pandémie du Covid-19. Mais où trouver l'argent? Le FMI n'a toujours pas donné son accord à un nouveau prêt. Le budget de l'État pour 2022 s'élève à 57,2 milliards de dinars, environ 17,6 milliards d'euros, soit une hausse de 3,2% par rapport à celui de 2021, a indiqué lors d'une conférence de presse à Tunis la ministre des Finances Sihen Boukdiri. Le déficit budgétaire prévu pour 2022 va atteindre, lui, 8,5 milliards de dinars, 2,6 milliards d'euros, ce qui représente 6,2% du PIB. Des négociations suspendues avec le FMI après le coup de force du 27 juillet, le budget prévoit également un endettement de près de 20 milliards de dinars, 5,7 milliards d'euros pour couvrir les dépenses et les besoins de la trésorerie. Avec ces crédits, le niveau de la dette publique atteindra 82,6% du PIB. Ce budget a été élaboré sur la base d'un taux de croissance hypothétique de 2,6% et un prix moyen du baril de pétrole de $75. L'économie tunisienne en 2019, 2020 et 2021 a fortement souffert de la pandémie. Le secteur touristique s'est effondré avec la fermeture des frontières alors que plus de 10% de la population active en dépend. Violence de 2020 en Côte d'Ivoire épinglée, le PDCI de Kouna Bédié répond au procureur. Mise en cause par le procureur d'Abidjan Richard Adou, en début de semaine, le PDCI a répondu dans un communiqué publié mercredi 29 décembre. Le parti de l'ancien président de la République Henri Kouna Bédié refute que ces derniers puissent être poursuivis dans le cadre de l'enquête sur les violences survenues autour de la présidentielle ivoirienne de 2020 et il renvoie la balle dans les camps des supporters de Lassane Ouattara. Le lundi 27 décembre, le procureur d'Abidjan Richard Adou a présenté les rapports d'activité de l'unité spéciale d'enquête qu'il dirige sur les violences politico-ethniques de 2020. Ces violences liées à la présidentielle et à la candidature d'Alassane Ouattara rejetées par l'opposition ont fait 85 morts. Le procureur a indiqué que 273 personnes étaient impliquées et a épinglé de nombreux responsables politiques d'opposition comme commanditaires et financiers des violences. En tête, Henri Kouna Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI, RDA et chef de file de la désobéissance civile.
En RDC, la Cour des comptes dénonce le dépassement des budgets des ministères. La Cour des comptes a présenté son rapport sur la gestion des finances publiques au cours des 3 dernières années et on peut dire qu'elle n'est pas optimale. Pour l'exercice 2020, la Cour déplore par exemple le dépôt tardif du projet de loi sur la réduction des comptes, la non-transmission du rapport sur l'exécution du budget au premier trimestre, mais aussi sur les dépassements des crédits alloués aux dépenses, c'est-à-dire les budgets largement malmenés. La Cour des comptes de RDC a examiné les 1500 lignes des recettes et les 7500 autres de dépenses des budgets des années 2018, 2019 et 2020. Elle dit avoir vérifié chaque ligne en comparant les dépenses exécutées aux autorisations accordées. Pour l'exercice 2018 par exemple, elle a conclu que ces dépassements atteignaient environ 2 milliards de dollars, soit 42% du budget annuel. En 2020, les cas les plus frappants a concerné le ministère des Mines avec un dépassement estimé à 961% des crédits. Sont aussi concernés les ministères des Affaires étrangères avec 411% ou encore le ministère de la Justice avec 180%. Le premier président de la Cour des comptes rappelle que la loi des finances, comme toutes les lois, doit être respectée. Il insiste sur le fait que les dépassements budgétaires constituent une faute de gestion et sont interdits et condamnés par la loi. Comme elle n'est pas compétente que pour juger les comptables publics, la Cour a transmis aux organes politiques comme le gouvernement les cas de fautes de gestion et les noms des personnes responsables comme par exemple les ministres. Au Soudan, des centaines de tonnes de nourriture pillées à l'ONU au Darfour. Nouvelle illustration de la flambée des violences qui frappent le Darfour au Soudan. Un groupe armé a attaqué dans la soirée du mardi 28 décembre un entrepôt du programme alimentaire mondial. Cela s'est passé à El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Des centaines de tonnes de produits alimentaires ont été pillés. Les habitants d'El Fasher ont d'abord entendu des tirs nourris dans la soirée du mardi 28 décembre. Dans la foulée, les autorités locales ont imposé un couvre-feu dans la ville et c'est seulement mercredi matin que les Nations Unies ont pu constater les dégâts. L'attaque a visé un entrepôt du programme alimentaire mondial qui contenait 1900 tonnes de nourriture destinées aux habitants du Darfour les plus vulnérables. Un audit est en cours pour déterminer l'ampleur des pillages. Et cette attaque n'est pas isolée. La semaine dernière déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait condamné des pillages et violences près d'une ancienne base logistique de l'ONU, toujours El Fasher, une base qui venait tout juste d'être remise aux autorités locales dans le cadre du plan de départ de MINUSMA, des missions conjointes des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Depuis janvier, les affrontements sanglants s'y ont multiplié sur fond d'impunité et alors que les regards internationaux se concentrent sur la capitale Khartoum et la crise politique déclenchée par le coup d'État du 25. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. En cette veille de fin d'année, la circulation à Bamako est devenue trop dense. Il est donc recommandé à tout un chacun de redoubler de vigilance. Bonne soirée.